Alors, ce matin, on a parlé du principe d'homéostasie. On va considérer que c'est réglé. On a parlé de l'équilibre acide-base et ainsi de suite. On va considérer que c'est réglé. Vous avez vu, j'ai fait un cours, donc je vais essayer de m'y tenir. Ça, c'est pas mal parce que ça va me contraindre. La semaine dernière, j'y suis assez bien arrivé, donc ça, c'est du nouveau pour moi. On va commencer par le 1. Je vous ai marqué les 5 principes. Donc, 5 principes, je voulais balader ça rapidement, passer ces 5 principes en revue rapidement, parce que à la fois ils sont valables dans le corps et on va les retrouver dans l'iridologie en permanence. On a dit ce matin que la plupart d'entre nous étions des épuisés chroniques. Épuisés chroniques, ce qui fait que le système nerveux ne peut plus fonctionner de manière adéquate. Il ne peut plus fonctionner, premièrement, parce qu'il n'a plus d'énergie à véhiculer. Deuxièmement, parce que les éléments qu'on appelle neurotransmetteurs, on va les voir d'ici un quart d'heure, les neurotransmetteurs qui assurent la continuité de l'information, eh bien, sont épuisés. Et on va voir en détail pourquoi. On est épuisé chronique au niveau glandulaire, c'est-à-dire que nous ne produisons pas assez d'hormones parce que notre système glandulaire est épuisé à force d'être surstimulé, à force d'être sollicité, à force aussi de partir avec une hérédité qui est de plus en plus médiocre. Et nous sommes épuisés chroniques aussi parce que quand les signaux d'alarme arrivent, eh bien on ne les respecte pas. C'est-à-dire qu'on continue à cravacher, à cravacher, à cravacher. Et on s'en retrouve, comme on disait ce matin finalement, à devoir littéralement voler leurs substances à d'autres espèces animales. C'est-à-dire que nous sommes tellement dépourvus d'hormones et incapables de produire nos propres hormones, nous sommes tellement dépourvus de neurotransmetteurs et de neuromédiateurs qu'on se retrouve pour certains obligés d'aller manger de l'animal, l'animal ayant réalisé ce travail pour nous. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'on consomme des animaux non pas pour les protéines, mais pour aller leur voler ces hormones et ces neurotransmetteurs. C'est ce qui explique qu'on a ce coup de niaque là, juste après avoir mangé de la viande ou des choses comme ça. C'est la niaque des neurotransmetteurs. Mais ça, c'est juste, ça révèle juste notre état extrêmement épuisé. Il y a la circulation du sang et de la lymphe, essentielle. Le sang qui amène tous les liquides nutritifs, la lymphe qui épure tout ça. Il ne peut y avoir apport d'éléments nutritifs que parce que d'abord il y a eu épuration, parce que comme je l'avais montré finalement, la cellule, elle baigne dans de la lymphe qui conditionne son état. Donc tout ce qui arrive par le sang doit passer au travers de ça. Donc c'est ça qui conditionne, c'est la lymphe qui conditionne l'absorption d'oxygène et de nutriments. Donc peu importe la qualité de notre sang, si ça ne peut pas arriver à la cellule, ça sera peine perdue. Ou en tout cas, il y aura beaucoup de pertes. La circulation de ces éléments, que sont le sang et la lymphe, est essentielle. Et pour avoir une bonne circulation sanguine, ben on parle d'énergie. Hein, puisque le sang a une particularité, c'est-à-dire qu'il est propulsé par un organe qu'on appelle le cœur. Alors en fait, le cœur, j'aime pas l'appeler la pompe à sang parce que c'est faux. C'est plutôt, l'exemple que je donne souvent, c'est plutôt sur un... Quand j'étais jeune, moi j'avais un circuit avec des voitures, et puis des petites voitures, là, vous savez, pour faire la course, là, avec des poignées, et à chaque tour, il y avait une espèce de machine avec des roues qui prenait la voiture et puis qui la relançait. C'était un relanceur, c'était un relanceur, c'était un relanceur. Eh bien, le cœur, c'est un petit peu ça. C'est un relanceur dans le circuit. Il prend, il relance, il prend, il relance. Et il se contracte à partir de l'énergie qu'il y a dans le corps et qui est stockée dans nos fameuses glandes surrénales. Donc, je vous renvoie au cours qu'on avait fait sur les glandes surrénales. Tout le monde a dû en entendre parler largement et déplâtré. Donc la circulation du sang, eh bien, elle est directement liée à 1. Notre énergie et la capacité de ce muscle cardiaque à renvoyer le sang dans la circulation. 2. Elle est liée à l'état d'encombrement des canaux. C'est-à-dire que plus c'est encombré, plus ça va être dur de faire avancer. Plus ça va être dur de faire avancer, moins ça va circuler. Et plus ça va être dur de faire avancer, plus la pompe cardiaque va se fatiguer. Donc moins ça va avancer. Et puis c'est un petit peu la cascade. Hein. Ça s'effondre de plus en plus. Et finalement, quand le sang n'arrive plus, n'arrive plus là où il devrait arriver, mais il se passe un phénomène qu'on appelle l'anémie. Alors l'anémie, elle touche la plupart du temps les extrémités. Ça, en iridologie, on le voit très bien dans l'œil. On voit exactement quels endroits touchent l'anémie. Et quand une cellule est anémiée, la cellule, elle ne fonctionne pas. Anémie au bout des doigts, alors c'est le fameux syndrome de Raynaud avec des petits guillemets. Anémie au bout des pieds, on a les pieds bleus. Moi,
voilà, je peux... Ouais, il y a ma mère qui est là, elle peut témoigner. Tu te souviens dans quel état étaient mes doigts et mes pieds à une époque, quoi. Ils étaient noirs, hein. Ils étaient noirs. Et pourtant, j'étais plus gros, j'étais plus que maintenant. Ben, mes pieds, ils étaient noirs parce que ça circulait pas. Alors bon, bien sûr, j'avais plus de masse grasse et ainsi de suite. Mais à l'intérieur, là, il n'y avait rien qui poussait. Il y avait rien qui poussait. Alors on a beau être gras. Vous savez, hein, vous mettez un mort dans un duvet en plume d'oie, le mort, il reste froid. Hein. Le duvet, c'est pas une chauffeuse. Hein. Donc, il vaut mieux être vivant avec un drap en soie en pleine montagne que mort avec un duvet. On réchauffe pas un corps avec de la graisse. Hein. Si on a quelque chose qui pulse bien et qu'on a une couche de graisse, bon, ça va être maintenu chaud, mais si on n'a pas d'énergie, c'est pas possible. Hein, on en voit le témoignage aussi avec toutes les expériences de ces moines tibétains qui arrivent à vraiment concentrer l'énergie, à faire fondre la neige autour d'eux et tout, c'est juste impressionnant. Donc, circulation du sang, hein, qui est liée donc à cette puissance. Et quand on parle d'anémie, donc on parle d'anémie aux extrémités, à la limite, ça fait les doigts bleus, bon, passer l'hiver, ça va. Ouais, mais quand l'anémie, elle touche par exemple le cerveau, qu'est-ce que ça fait? Et voilà, chérie, où est-ce que tu as garé la voiture? C'est ça. Bonjour, non, Alzheimer, Parkinson, anémie, 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 anémie. Anémie, pourquoi? Parce que la pompe cardiaque est trop faible. Anémie, pourquoi? Parce que les vaisseaux sont obstrués. Anémie, pourquoi? Parce qu'en plus, ce sang qui a déjà du mal à rejoindre la tête, il faut bien penser qu'il faut qu'il monte. Quand il arrive dans la boîte crânienne, déjà il a fait son marathon. Il est content d'arriver là, quoi. Il se dit, waouh, c'est bon, quoi, ça va être les vacances. Et puis quand il arrive, mais c'est encombré, il y a un désordre là-dedans. Lui, il n'en peut plus. Et puis voilà, il laisse tomber, quoi. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Anémie au niveau cérébral. Et en iridologie, on le verra, on appelle ça les arcs de vieillesse. Mais c'est pas la vieillesse, c'est l'épuisement. Moi, je revois nettement le concept de vieillesse de plus en plus. Au niveau glandulaire et nerveux, il n'y a aucune raison à la dégénérescence. La vieillesse, actuellement, moi, je la définirais comme un épuisement glandulaire global. Il n'y a aucune raison à ça. On n'est pas préprogrammé pour sucrer les fraises à 70 ans. C'est pas un truc inéluctable, du tout. Hein. Ce qui est inéluctable, c'est la reproduction des mêmes conditions de vie qui font que les mêmes situations se reproduisent de père en fils et de mère en fille. C'est tout. Mais il n'y a pas d'inéluctabilité à ça. Et donc ça laisse un peu plus la part ouverte à certaines histoires et certaines traditions dans lesquelles on parle d'âge beaucoup plus avancé. C'est-à-dire que c'est pas farfelu. Il n'y a pas de programmation inéluctable de la mort cellulaire dans notre corps. Le renouvellement cellulaire, il peut se produire tout le temps. Donc le sang, circulation, extrêmement important. Donc pour maintenir une bonne circulation du sang, des vaisseaux non obstrués. Les vaisseaux, on l'a vu, ils sont obstrués par les dépôts de produits acides neutralisés. Donc libérer ça. Avoir une pompe cardiaque qui fonctionne bien, puis surtout que le milieu dans lequel ça arrive, eh bien, il ne soit pas encombré. Pour la lymphe, pour que la lymphe circule bien, déjà, il ne faut pas qu'elle soit encombrée, parce qu'elle circulera d'autant mieux qu'elle n'est pas épaisse. Donc, permettre l'épuration. Et puis ensuite, voilà, bouger, parce que c'est ce qui fait bouger la lymphe, prendre des produits astringents, c'est-à-dire l'astringent, c'est ce qui tire. Quand on boit un citron, là, et puis qu'on a la bouche sèche, après... Ou quand on mange du raisin comme ça, ou du jus de grenade par exemple. Jus de grenade, je me suis fait du jus de grenade hier. Super bon, hein, ça. Ah ouais, ça dépote. Hein, tu mets les grains, tu passes tout. Alors, non, moi je l'ai fait avec un presse comme ça. C'est le meilleur moyen. Ah oui, avec une partie dégueulasse. Là. Non. Ouais, alors, non, le meilleur moyen pour faire du jus de grenade, petit aparté, c'est pas de les faire à l'extracteur de jus. Hein. C'est d'avoir un presse-agrumes. Vous savez, les presse-agrumes comme ça. Hein, et là, vous l'écrasez littéralement. Je pense qu'avec un presse-agrumes à tourner, comme ça marcherait, mais on perd un peu plus. L'idéal, là, c'est j'ai un copain qui m'a laissé un presse-agrumes presse, quoi, vraiment pour faire les oranges. Et là, pour les grenades, c'est fabuleux. On coupe la grenade en deux, on presse comme ça. On s'est fait 1 litre de jus de grenade. Joanne était là, hein, en moins de 10 minutes, quoi. Ça va à une vitesse incroyable. On n'a pas à épeler quoi que ce soit. C'est pour ceux qui aiment le jus de grenade. Alors attention, par contre, à manier jus de grenade, ça bouge dans l'organisme. Hein. On s'est enfilé ça tranquille, là, un grand verre chacun, et on sent que ça travaille. Hein. Une astringence terrible et tout. Ensuite, donc, principe essentiel, donc on a dit l'état des nerfs, l'état nerveux, le sang et la lymphe, la circulation, le repos. Je vous l'ai dit, la plupart d'entre nous, on est juste épuisé, sous-respirant et épuisé. Épuisé au niveau nerveux, ce qui fait que rien ne circule, que rien ne s'épure, que rien ne s'assimile, et qu'en fait on perd son temps à perdre son temps.
C'est-à-dire qu'on avance sur une patte et encore une patte qui est bien vermoulue, et puis on continue à avancer, Et il y a des moments où ça vaudrait le coup de s'arrêter un peu, de remettre ça un petit peu en ordre, et puis de repartir avec quelque chose d'un petit peu neuf. Et là, le repos est essentiel là-dedans. L'image que j'ai souvent, moi, c'est l'histoire d'un gars qui roulerait avec sa voiture et puis qui a le pneu crevé. Puis finalement, plutôt que d'aller changer la roue, de prendre le temps de changer la roue, donc de prendre le temps du repos, eh ben, il va se dire, ah non, c'est trop fatigant et tout, puis ça va être crado et tout, je veux pas défaire ma roue. Donc, il continue à rouler avec sa roue crevée, donc il roule à 10 à l'heure, comme ça, puis bon, il arrivera à destination. L'autre solution, ce serait de vraiment s'arrêter, de prendre le temps, de changer la roue, puis quand il redémarre, il trace. Mais là, c'est un petit peu le dilemme dans lequel on est beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de changer la roue. On veut toujours avancer coup-ci, coup-ça, et au final, ça donne rien de satisfaisant, ça donne rien qui soit épanouissant pour l'individu, et puis en plus, on n'arrive à rien. On n'arrive strictement à rien. Et donc, en 5e point, j'avais mis l'apport d'oxygène, respiration. Pensez aussi que les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour l'absorption d'oxygène au niveau cellulaire. La T3, donc la part active des hormones thyroïdiennes, sont essentielles. Quand on dit la thyroïde est la glande du métabolisme, en fait, elle joue sur le métabolisme, donc sur l'activité du corps. Elle joue en régulant la quantité d'oxygène qui arrive à la cellule au travers des hormones thyroïdiennes. C'est sur la quantité d'oxygène qui arrive à la cellule. Et c'est pour ça que je vous parlais ce matin, par exemple, de cet appareil qu'on appelle le bol d'air Jacquier, qui pour moi, pour les organismes épuisés, est un outil thérapeutique majeur. Alors je sais, malheureusement, ça vaut très cher. Je suis vraiment désolé. Faudrait que ça soit des trucs qui soient achetés en collectivité ou qui aient je ne sais pas. Mais voilà, j'expérimente actuellement, je vous en dirai un peu plus. Mais pour les organismes vraiment épuisés, je pense que l'oxygénation... Alors, technique de respiration, bien sûr. Le problème, c'est qu'on se retrouve toujours confronté au même dilemme. Quelqu'un qui est épuisé a plus besoin que les autres de relancer son métabolisme par la respiration. Sauf que quelqu'un qui est épuisé, vous lui demandez de faire des exercices respiratoires, vous lui demandez d'aller courir, d'aller bouger, mais ça va être d'autant plus dur pour lui. Et c'est là où on se retrouve dans le déséquilibre total, c'est-à-dire qu'on a dépassé l'état d'homéostasie. Il n'a plus les capacités propres pour rétablir l'état d'équilibre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut avoir recours à des machines. On a recours à des machines si notre finalité, c'est de maintenir la personne en vie. Si le but, c'est de faire la sélection naturelle, c'est exit. Mais par contre, si le but, c'est d'aider les autres et puis de faire en sorte qu'ils puissent avoir une vie meilleure, il y a des fois, effectivement, il faut avoir recours à des artificialités, aussi artificielles qu'elles soient, mais c'est simplement parce que c'est une réponse artificielle à une mauvaise situation qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est-à-dire que dans la vraie vie naturelle, quelque part, cet individu, soit il ne serait jamais arrivé à un tel déséquilibre, la plupart du temps c'est vrai, soit de toute façon il aurait déjà dégagé. Moi, Thierry, l'apport en oxygène, par exemple, qu'on fait sur les malades avec un masque et avec un gaz cette fois. Ouais. Est-ce que c'est intéressant ou c'est... Le problème, c'est qu'il sera toujours confronté à la congestion du milieu intérieur. Les terpènes ont la capacité vraiment de se lier d'autant plus favorablement à la cellule. C'est-à-dire qu'ils vont aller forcer vraiment toutes ces barrières. C'est la différence. L'oxygène, il ne va être disponible qu'à l'échelle de ce que tu peux absorber. Donc, de là à se faire des masques à oxygène, je ne pense pas que ça soit l'intérêt. Par contre, ce principe du bol d'air Jacquier, d'ailleurs ça existe dans certaines villes, il y a des bars à air Jacquier, tu prends une petite carte, parce que le truc c'est que une séance, même quand tu fais des grosses séances, c'est un quart d'heure. Alors un quart d'heure par jour, tu peux très bien avoir des lieux où tu en as 5 ou 6, tu as une petite carte d'abonnement, tu passes, tu mets ta carte, tu achètes 6 heures par exemple de bol d'air Jacquier, puis c'est réglé quoi. Quand tu passes, tu vas à ton boulot. On rappelle un film comme ça où on voyait des gens acheter une canette comme une canette de bière, puis ils sniffaient de l'air, quoi. Tu sais, c'était. Mais ouais, mais c'est révélateur. Parce qu'on te parle toujours de la pollution de l'air ambiant. Mais moi, je vais te parler de la pollution du milieu intérieur. C'est-à-dire que c'est hyper pollué à l'extérieur et c'est hyper pollué à l'intérieur. Donc, ça n'arrive pas. Ça ne parvient pas à la cellule. Donc, ce matin, on a parlé un petit peu de l'équilibre acido-basique. Donc, de l'importance d'éliminer les acides et d'avoir un ratio finalement entre apport acide et apport alcalin qui soit équilibré. Parce qu'il faut vraiment se souvenir que l'acidité n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si je ne produisais aucun acide, là je serais couché par terre et encore, je serais juste là en train d'être un légume végétatif. L'activité, c'est de l'acidité. Il faut juste que ce soit compensé. Et on donne ce ratio de 80% d'alcalinité et 20% d'acidité. Et ce qu'il faut au cours de notre vie, c'est on peut tolérer des périodes, par exemple, où au lieu d'avoir ce rapport
20, on va avoir 60, 40 par exemple. Mais c'est ce qu'il faut, c'est que ça soit suivi derrière d'une période où on va avoir un excès d'alcalinité pour compenser tout ça et pour arriver à rétablir ça. Parce que si on ne rétablit pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tape dans les réserves du corps pour équilibrer ça. On tape dans les réserves minérales du corps, on tape dans les réserves du corps avec des accumulations, des congestions dans la lymphe et dans les tissus gras, mais on tape dans les ressources du corps au niveau nerveux aussi pour équilibrer tout ça, et c'est le corps qui paye. Et finalement, pour moi, le vieillissement, ce n'est que l'exacte quantité d'énergie, de matière qui a été pompée au corps pour compenser finalement un état d'acidose 80-20 qui n'est pas maintenu. C'est-à-dire que moins on sollicitera cette capacité d'acclimatation du corps, et moins on vieillira. Plus on la sollicitera, et plus on vieillira. C'est juste ça le vieillissement. C'est uniquement ça. Donc, rien n'empêche d'avoir un surplus d'activité à un moment, mais il faut le réguler ensuite. Je cite souvent cet exemple. Moi, quand j'ai fait beaucoup de courses à pied, et j'étais toujours impressionné par les marathoniens kenyans, par exemple, qui, avant une épreuve, passaient plus de 18 heures par jour au lit. Ben, ils faisaient une accumulation d'alcalinité, accumulation de repos et d'alcalinité, en vue d'une épreuve dans laquelle ils allaient avoir un fort catabolisme, une production d'acide maximale. Parce que quand ils se mettent à courir, ça rigole pas, ça va vite, quoi. Ça va vite et il y a une grosse production d'acide. Sauf qu'avant, ils avaient accumulé énormément d'alcalinité, ce qui fait que non seulement ils pouvaient reproduire la performance d'année en année, mais surtout, leur corps était capable de fournir cet effort parce qu'il n'allait pas être immédiatement saturé par les acides, parce qu'il avait une réserve d'alcalinité qui était déjà bien excédentaire. Et donc ça leur permettait d'avoir un bagage, quelque chose à dépenser avec eux.